Alors, bonjour, bienvenue à une autre émission Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Nous sommes, comme toujours, dimanche. Et puis, nous vous avions annoncé aujourd'hui une entrevue avec le connaisseur Tikazo. Malheureusement, vous savez qu'il doit sortir son album prochainement, donc le 31 décembre à minuit précise, et il a eu une obligation de dernière minute, c'est-à-dire une vidéo à enregistrer, donc un tournage. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne serons pas en compagnie de Tikazo. Alors non, c'est pas une arnaque, et puis on ne vous a pas lancé un hameçon pour vous avoir à l'émission. Je sais que vous aimez bien l'émission, que vous seriez là de toute manière, mais on est vraiment désolé. Donc, il a ses obligations compte tenu de la sortie prochaine de son album. Alors, Laurent et moi, bonjour Laurent. Bonjour Stéphanie. Nous allons parler du sujet que nous avions envisagé de traiter la semaine prochaine. Alors, on va vous parler de cybersexualité. Donc, les jeunes et la cybersexualité, c'est quand même un sujet d'actualité. Et puis, il y a une grosse problématique autour de ça. On va aborder la question. Donc, on vous le dit à l'avance. Si vous n'êtes pas prêt à aborder la question, le sujet avec vos enfants, éloignez-les. Sinon, au contraire, ce sera bien pour eux d'entendre ce qu'on a à dire sur la question. Donc, on vous invite à rester des nôtres. On va prendre une courte pause publicitaire. Et puis, au retour, on va entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Là, c'est un bail sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Alimentation Caraïbes Plus. Situé au 77-84 Boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantains, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus. Venez-y, nous vous y attendons. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74-46 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. Restaurant Flam Flam, bonjour.
Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument, madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp, 954-516-3695. Ou encore, faites un petit tour sur le site internet www.jeanvauvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vauvon Life and Wellness au naturel. Yo, Patrick Desbagueux, I hate to say this, man, but I told you so. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514-605-6224. Pour plus d'informations, appelez au 514-605-6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Alors voilà, de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie en compagnie de mon collaborateur Laurent Duperval. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous allons parler des jeunes et de cybersexualité. Notre invité, donc le connaisseur Tikazo, ne peut être des nôtres compte tenu du fait qu'il a eu un tournage de dernière minute. Alors, ça ne sera que partie remise. Alors, la cybersexualité. Ah, c'est tout un sujet. En ce dimanche 13 décembre, on est à quelques temps de Noël. Les gens se seraient peut-être attendus à ce qu'on parle de festivités, de confinement, etc. Bon, on aura l'opportunité peut-être la semaine prochaine d'aborder ce sujet. Mais déjà pour aujourd'hui, ça fait quand même l'actualité. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, on en parle depuis longtemps de cybersexualité, mais récemment, il y a eu un événement, Laurent, que tu pourrais nous rappeler. Oui, en effet, bonjour à tout le monde. La semaine dernière, le New York Times a présenté une lettre ou un reportage d'un de leurs journalistes où il dénonçait l'attitude du Canada envers la cybersexualité. Il a ciblé spécifiquement un site qui est un site sous la gouverne d'une compagnie montréalaise, qui est le site Pornhub. Pornhub, c'est selon les statistiques le troisième site le plus influent sur Internet derrière Facebook et Google. Wow. Donc Facebook et Google sont numéro 1, numéro 2 et Pornhub serait le troisième. Ils ont 3,1 milliards de visiteurs 3,5 milliards de visiteurs par mois. Wow.
pour leur site, c'est diffusé à travers le monde. Ils ont essayé pendant la pandémie, ils ont essayé de montrer le côté le côté plus amusant de leur site, c'est-à-dire que dans les pays où la pandémie avait frappé fort et où les gens devaient rester chez eux, ils ont offert à tout le monde de ces pays-là l'opportunité d'avoir un accès illimité à leur contenu. Gratuit ou payant? Mais Pornhub, c'est un site payant. C'est un site gratuit. Okay. Alors, tu peux entrer, tu cherches ce que tu veux. Tu trouves ce que tu veux aussi. Tu veux. Alors, au cas où il y a des gens qui se posent la question, Pornhub, donc HUB, c'est un site pornographique. Oui. Okay? Alors, déjà, je l'ai dit tout à l'heure avant la pause publicitaire, mais s'il y a des enfants dans les parages, peut-être les éloigner, ou si vous préférez, l'enfant ou jeune, peu importe, pré-ado. Sinon, si vous voulez qu'ils entendent pour qu'ils soient informés, c'est vous qui prenez la décision. En fait, on parlera des statistiques de comportement d'accès aux vidéos porno tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais du site Pornhub, qu'on a un accès illimité à leur contenu. Alors, n'importe qui peut aller là-dessus, faire des recherches, trouver ce qu'ils veulent. Mais il y a aussi du contenu payant. Alors, le contenu payant, en général, c'est dans la plupart de ces sites-là, et même dans les sites de compagnies qui ne donnent pas dans la sexualité, c'est du contenu plus recherché, meilleure valeur de production, etc. Donc, c'est normalement de meilleure qualité. Et d'après ce que j'ai vu, la majorité de ce contenu qui est payant, c'est monsieur, madame, tout le monde qui le produisent, qui le mettent sur le site. Et quand les gens payent et regardent leurs vidéos, ceux qui ont mis le vidéo en ligne reçoivent une portion d'argent. Donc, il y a des gens... C'est lucratif? C'est tentant, c'est lucratif pour certaines personnes? Oui, sauf que il faut que tu sois conscient que ça te suit. Alors, mais il y a des couples qui le font. Ils le font. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui écoute décide de se filmer pendant les ébats amoureux et décide ensuite de poster ça sur le site. Donc, ils ont la liberté entière de le faire. Oui, la seule affaire que je pense que Pornhub demande, c'est une preuve que le vidéo que tu mets qui te contient dedans, c'est une vidéo que tu acceptes qu'il soit mis. Donc, il y a le consentement des deux partenaires, parce que ça, c'est une problématique. Oui. Alors, mais là, il y a deux problèmes. Alors, normalement, oui, pour les gens qui sont certifiés, normalement, Pornhub a fait son travail pour s'assurer que les gens qui sont certifiés, c'est un petit peu comme sur Twitter où tu as une marque qui dit on t'a identifié, donc on sait qui tu es, versus les autres où tu ne peux pas savoir vraiment. Donc, sur Twitter, c'est la même affaire. Quand les gens ont un petit bouton bleu à côté de leur nom, c'est que quelqu'un a vérifié leur identité et tout ce qui vient, leur identité, et tout ce qui vient de ce compte-là, on peut dire ça vient de la personne dont le nom est associé au compte. Donc, c'est la même chose sur Pornhub. Mais, sur Pornhub, tu peux également télécharger des vidéos sans consentement, sans dire qui tu es. Et c'est là où le gros de leur problème arrive. Tous les jours, il y a 1,6 million d'heures, non, ou c'est chaque année, attends, j'ai noté, 1,6 million d'heures de visionnage qui est mis chaque... Je vérifierai tout à l'heure. Beaucoup d'heures de visionnage qui est mis sur la plateforme et on ne peut pas vérifier d'où ça vient. On ne peut pas vérifier. Donc, on ne sait pas. Donc, autrement dit, parce que c'est vraiment en lien avec les jeunes, le sujet. Donc, on ne peut pas vérifier si ce sont des jeunes qui ont posté ou bien même s'il y a du matériel où les jeunes sont eux-mêmes exposés. En effet. Donc, pour ce qui est de la pornographie juvénile, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de cadre. Pornhub a des modérateurs. Donc, ils ont 80 modérateurs selon ce que j'ai lu sur l'article du New York Times la semaine dernière. Donc, ils ont des gens dont le seul travail est de regarder une vidéo et de déterminer est-ce que ça peut passer ou est-ce qu'il faut enlever ça. Il faut comparer ça à Facebook qui a 15 000 modérateurs. Donc, à 1,65, presque 2 millions d'heures de visionnement par semaine, si tu distribues ça parmi 80 personnes, la quantité d'heures de matériel que les modérateurs doivent regarder est phénoménale. Et on sait que c'est pas entièrement
ça ne fonctionne pas parce que, bon, tu as toutes ces vidéos-là qui se retrouvent sur le site. Mais il y a aussi il y a un organisme aux États-Unis qui s'appelle le National Center for Missing and Exploited Children qui a donné des statistiques par rapport aux vidéos de jeunes en bas de 18 ans. Donc, combien de gens ont rapporté des vidéos ou des images qui n'étaient pas légales. Donc, pour le dire en français, c'est un organisme qui... oui, pour les enfants disparus et les enfants exploités. OK. En 2015, il y avait 6,5 millions de vidéos ou d'images qui avaient été rapportées. Donc, d'enfants disparus, on retrouvait leurs images? Non, c'est parce que quand un enfant est disparu, automatiquement, on essaie de rechercher on essaie de relier ça à l'industrie de la pornographie infantile. Oui, l'exploitation dans les humaine. 6,5, c'est pas juste des personnes disparues. Ça peut être... Il y a aussi des cas de parents qui ont utilisé leurs enfants. Ils les ont filmés, qui se faisaient... peu importe, et les parents de ces enfants-là ont pris les vidéos et les ont distribuées pour se faire payer. Et ça, c'est grave, ça, c'est une réalité. C'est pas nécessairement des enfants disparus. Les enfants disparus ou les fugues ou les enfants qui ont été enlevés, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus exposés à ça, mais ça ne vient pas seulement de ça. Alors, en 2015, 6,5 millions d'images ou de vidéos. En 2017, 20,6 millions. En 2019, 69,2 millions. Donc, chaque 2 ans, le nombre de cas rapportés est triplé. Wow. Ça veut dire que soit les gens sont plus conscients et le rapportent plus, mais probablement qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qui sont téléchargés et envoyés. Et c'est pour ça que c'est rapporté plus souvent. Facebook, avec ses 15 000 modérateurs, pendant 3 mois cette année, ils ont rapporté 12,4 millions d'images ou de vidéos illégaux qui ont été téléchargés sur leur plateforme. En 3 mois. Pornhub a rapporté, juste à la semaine dernière, a rapporté 118 cas en 3 ans. Alors, c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, et c'est ce que le gars il dit dans son article, il dit « Pourquoi est-ce que les chiffres de Pornhub sont si bas? Bon, premièrement, Pornhub, c'est un endroit où ils s'attendent à recevoir du matériel pornographique. Bon, Facebook, pour eux, c'est illégal. Donc ils sont plus vigilants. C'est pas juste qu'ils sont plus vigilants, c'est que leur barre est beaucoup plus basse. Donc, quelque chose qui est tout à fait correct sur Pornhub, et c'est pas illégal ni quoi que ce soit, c'est consensuel. Mais tu mets ça sur Facebook, ça fait pareil. Oui, tout à fait. Donc, c'est normal qu'il y ait une proportion aussi élevée de rapports sur Facebook que sur le site. Mais 118 en 3 ans, alors qu'en faisant une petite recherche, ils ont trouvé 100 000 vidéos dont une bonne proportion contenait des trucs qui n'étaient pas acceptables. C'est difficile de comprendre. Alors, le gars, il dit, soit c'est parce que les modérateurs sont tellement habitués à voir ce genre de contenu que leur barre pour rapporter un problème, c'est beaucoup plus élevé. C'est comme quand tu consommes de la drogue. Au début, tu en prends un petit peu. À un moment donné, tu en as besoin de plus. De là, la notion de la cyberdépendance aussi. Ça, c'est un autre aspect qu'on pourra aborder à une autre... parce que c'est une réalité aussi. Il y a même des traitements, des thérapies pour ça. Parce qu'on dit que plus tu es exposé, plus que tu développes une dépendance, et puis ça t'en prend plus aussi pour que ça ait un certain effet sur toi aussi. Donc, la consommation de certains types d'images ou de vidéos. Oui, en effet. C'est quelque chose qui a été reconnu par l'Ordre des psychologues. Oui, il y a des traitements. Le fait que ce genre de vidéos et d'images soient aussi facilement accessibles, ce soit aussi facile d'en trouver, ça exacerbe le problème. Le journaliste du New York Times avait
fait quelques recherches sur le site pour trouver, et il savait quoi cibler pour Oui. recevoir du contenu illégal. Mhm. Je n'expliquerai pas comment le faire. Lui, dans son non. article, il a expliqué. Si ça On vous va pas leur intéresse, donner des- allez-y. des- Mais moi-même, quand j'ai regardé ça, j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai dit, OK, mais c'est assez simple. Mhm. Alors, si j'avais ce genre d'inclinaison, si j'avais ce genre d'intérêt, ça Oui. serait vraiment facile. Mais le problème est même pas là, ne se situe pas là. C'est que pour les jeunes, c'est que ils ont, parfois ils sont sur des jeux, hein, ou bien certains sites ou des applications, et c'est là où ils reçoivent, ils sont bombardés justement de pop-up ou bien de liens, d'images comme ça. Et les jeunes se trouvent tout à coup face à ça, ils sont exposés et là, ça va attirer un petit peu, attiser leur curiosité. Et là, justement, ils vont commencer à aller voir, à les fouiller. Ouais, tu m'as parlé un peu ce matin. C'est quoi? Veux-tu m'en Ben, parler en de- fait, déjà, on va définir ce qu'est la cybersexualité. Donc, c'est assez clair. Hein, cybersexualité, c'est une activité ou des activités sexuelles sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, ça peut amener à une cybersexualité active. Alors, de quoi on parle ici? On parle de photos, de vidéos, de leur corps dénudé. Ça peut être le corps tout entier. Ça peut être des parties du corps aussi. Dans le langage commun, courant, si vous avez été confronté à cela avec votre jeune ou vos jeunes, vous avez sûrement dû les entendre ou bien lire dans leur conversation ce qui est écrit des nudes. Hein? Es-tu game de m'envoyer un nude? Ça, c'est un petit peu dans leur langage. Donc, que ce soit photo, vidéo, comme j'ai mentionné, et puis même, ça va très loin de leurs parties intimes. Et c'est là où tu fais « wow ». Où est-ce qu'elle est la limite? Comment on peut en arriver à se rendre jusque-là? Donc, texto Snapchat, ça peut être aussi à sa partenaire ou dans le but de trouver une aventure d'un soir. Et là, on parle d'inconnus. Totalement. Les jeunes, ils envoient certaines images d'eux, de leurs photos à des inconnus et ils ne sont pas conscients des risques encourus. Alors, ils ne peuvent pas s'imaginer jusqu'où ça peut aller, donc quelle ampleur ça peut prendre. Et là encore, quand on parle de cybersexualité, donc de contenu, on a parlé de films pornographiques et quand on parle de textos sexuellement explicites, c'est ce qu'on appelle les sextos. Donc, c'est un jeu de mots sexto, donc des textos sexuellement explicites. Il y a les sextapes pour les vidéos. Donc là, on est en train de s'éduquer un peu. Si on entend ça de la bouche de nos jeunes, on ne sera pas complètement perdu. Et donc, il y a les sites de rencontres et bien d'autres encore. Là, ici, il y a deux types de cybersexualité. Il y a la cybersexualité passive, et c'est-à-dire qu'on regarde, que ce soit de façon volontaire ou parce qu'on nous y a plus ou moins obligés. Ça arrive des fois dans des groupes d'amis ou bien ton copain, il t'incite à regarder certaines choses, etc. Donc, on regarde volontairement ou non. Donc, ça, c'est de la cybersexualité passive. Maintenant, le danger, c'est que les jeunes peuvent passer à la cybersexualité active, donc de poster ou de recevoir sur les réseaux sociaux ou même via leur téléphone une photo, des textes ou des vidéos à caractère sexuel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de comportement est condamnable, ce qui signifie que votre enfant peut se retrouver avec un dossier criminel. Et ça, on va en parler la semaine prochaine parce qu'on veut faire 2 émissions sur le sujet, entrer plus dans l'aspect légal. On va tenter d'avoir avec nous un représentant donc, du SPVM. Alors, juste garder à l'esprit que ce genre de comportement, que ce soit d'envoyer, de partager du contenu, du matériel comme ça qui est à caractère sexuel, c'est condamnable par la loi. Est-ce qu'ils disent c'est quoi l'âge minimal? Ben justement, je vais y revenir ou 16 ans? plus jeune que ça, mais je ne vais pas donner toutes les informations aujourd'hui parce qu'on va y revenir la semaine prochaine. Ça sera spécifiquement sur l'aspect légal et vous allez être très étonnés. Moi, je suis tombée des nues pour voir à partir de quel âge un enfant peut carrément bousiller écoutez, sa vie, son avenir, parce que ça reste, hein, ce sont des traces qui restent. Maintenant, on va parler un petit peu des facteurs de vulnérabilité
ou facteurs de risque pour que vous soyez un petit peu plus à l'affût en tant que parent, en tant que tuteur. Il y a une étude intéressante qui a été menée. En fait, c'est une thèse du docteur Marion Rousseau. Donc, c'est un jeune médecin, une jeune femme, une jeune généraliste en Normandie, donc du CHU de Caen. C-A-E-N, c'est comme ça, paraît-il qu'on le prononce. Alors, du CHU de Caen, en Normandie, docteur Marion Rousseau, donc. Et sa thèse avait pour titre « La cybersexualité active chez les adolescents de 15 à 17 ans en Normandie occidentale. » Donc, ça a été présenté lors d'une conférence au CHU de Caen, comme j'ai dit, en 2018. Alors, parlons un petit peu des facteurs de vulnérabilité. Alors, dans sa thèse, ce qui ressort, c'est que 66%, juste avant les facteurs de vulnérabilité, on va donner quelques chiffres, c'est important pour que vous puissiez réaliser l'ampleur du problème, donc du fléau. Donc, 66% des adolescents sont concernés, donc ils se sentent vraiment interpellés par la cybersexualité et il faut mentionner que les photos dénudées sont le type de cybersexualité donc qui est le plus pratiqué. Alors, des photos dénudées, c'est très inquiétant, 66% des adolescents. Ensuite, 62% ont reçu des sextos, donc des textos sexuellement explicites et 22% en ont envoyé. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas juste des photos de soi. On peut écrire des choses aussi qui sont très explicites, qui vont dans le sens peut-être de ce que vous n'auriez pas voulu pour votre jeune en tant que parent. Ils sont souvent très précoces. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, recevoir des textes explicites, c'est aussi une forme de sexualité. Ensuite, on parle de 49% des expéditeurs de sextos qui sont des inconnus. 49%. 48% maintenant sont envoyés par le partenaire, donc le petit copain, la petite copine, donc l'amoureux et l'amoureuse de votre fils, de votre fille, donc est à l'origine même des envois de texto ou sexto ou peu importe. Et on dit ici, plus ils sont âgés, plus ils en envoient et plus ils en reçoivent. Donc, ça augmente avec l'âge. Mais ça augmente, je suppose que ça augmente aussi avec les hormones et le désir sexuel. Quand tu as 12-13 ans, tu en as peut-être, t'es plus curieux. Tu commences, tu connais pas trop la sexualité, tu te questionnes et oui, tout. Avant, on jouait au docteur, maintenant, on envoie des sextos. mais tu sais, pour rajouter sur les statistiques que tu as, la majorité de ce qui se passe en cybersexualité chez les jeunes, ça se fait par le téléphone. 81% des jeunes, des adolescents ont un téléphone et la très grande majorité d'entre eux, il n'y a aucune supervision parentale. Tout à fait. Ça fait partie des facteurs de risque que je vais énumérer tout à l'heure. Et la première exposition à la cybersexualité, la moyenne, c'est autour de 11 ans. Oui, tout à fait. Donc, c'est très... Ça commence très jeune, c'est précoce. Ça commence vraiment très jeune. Oui. Et on en parlera tout à l'heure, on discutera un petit peu plus de ça. Ça affecte le comportement, ça affecte la perception. Mais je pense qu'il y a un élément aussi où il faut vraiment parler parce que ça devient moins dangereux quand ce n'est pas gardé secret que quand c'est gardé secret. Mais on pourra en discuter tout à fait. On va en parler tout à l'heure. Alors, parmi les facteurs de vulnérabilité ou les facteurs de risque, et là, on ne sera pas étonné. Ça revient tout le temps. Les enfants qui sont plus vulnérables, que ce soit pour les proxénètes ou être abusés ou quoi que ce soit, on parle de mauvaise estime de soi. Ensuite, on parle aussi d'absence de contrôle parental, comme tu as mentionné tout à l'heure, Laurent, d'où l'importance de vérifier les activités de vos enfants dans les réseaux sociaux. Moi, en tant que maman, je le fais en toute liberté et je ne m'en veux pas. Parfois, on dit, oui, mais l'enfant doit son intimité. Je suis désolée. Quand un enfant a 12 ans, 13 ans, moi, je me dis au moins jusqu'à 15 ans, il n'est pas question d'intimité. Je vais regarder, je vais lire les chats de mon enfant pour voir avec qui il communique, c'est qui telle personne, tu le connais d'où, ça, c'est un ami de l'école, c'est une amie, etc. À un certain moment, il faut tracer une ligne parce que les jeunes ont beaucoup trop de liberté et ils sont tellement rusés, futés,
intelligents, ils vont s'ouvrir des comptes. Et nous, on ne connaît pas ça. Moi, je m'excuse, mais je ne suis pas la meilleure personne au niveau d'utilisation des technologies et tout ça, les applications, les réseaux sociaux. Donc, ça prend quand même une certaine connaissance, il faut s'informer. Mais si nous, en tant que parents, on n'a pas toutes ces connaissances-là, il faudrait trouver quelqu'un qui puisse jouer ce rôle et puis nous aider de façon à ce qu'on puisse bien encadrer notre enfant. Donc, allez vérifier ses conversations, ses communications. Un enfant qui s'enferme dans sa chambre pendant trop longtemps, posez-vous des questions. Quand vous ne l'entendez pas, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce qu'habituellement, on dit ils font des bêtises. Oui, mais ça marche quand ils sont très jeunes aussi. À 2 ans, quand tu n'as plus rien. Exactement. Il y a quelque chose qui se passe. Mais tu dis ça, Laurent, je me souviens, mon fils avait peut-être 1 an ou 1 an et quelques. À un certain moment, bon, je ne l'entendais plus. Moi, je faisais mes choses dans la maison. Et puis, j'entends badem boum boum. Là, je dis, je le nomme, mais ça va. Et là, j'entends sa petite voix et tout. Je dis, OK, ça va. Bon, je suis allée jeter un petit coup d'œil. Tout est bon. Il jouait. À un certain moment, je ne l'entends plus. Je me dirige vers la chambre. Il était dans, tu sais, il y a des fenêtres qui sont un petit peu, comment je dirais ça, encastrées. Oui. Donc, il y avait une partie où mon enfant pouvait s'installer. Donc, il a grimpé sur la coiffeuse. Et sur la coiffeuse, j'avais mis un genre de petit meuble en bois et par-dessus ça, il y avait le système de son. Il a grimpé par-dessus les 3 pour se retrouver tout en haut, à la hauteur du plafond, coincé comme ça dans le cadre, là, juste devant la fenêtre. Et moi, en panique, je me suis précipitée pour l'attraper. J'ai dit, ne bouge pas. Ben, c'est ça. Quand on ne l'entend pas, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Moi, quand ça fait trop longtemps que je n'entends pas mon fils, je vais voir, et la plupart du temps, il est sur Internet, dans ses jeux, en train de chatter avec ses amis, il est sur Snapchat, etc. Et là, il faut regarder. Parce que, en tant que maman, je vous dis que la fumée m'est sortie par les oreilles à quelques reprises. Et l'enfant, des fois, il est là, tout naïf, innocent, puis pouf, une image très explicite apparaît. On leur envoie des liens, etc. Et il est exposé à ça automatiquement. Et puis, ça vient vraiment éveiller. La curiosité est déjà là, mais là, ils vont peut-être aller voir des choses qu'ils ne devraient pas voir à leur âge. Mais ça, ce sont des sites où c'est la compagnie qui affiche ces liens-là, ou ce sont des sites où tu as plusieurs personnes qui interagissent et ce sont les intervenants ou les participants à la discussion qui envoient les liens? Écoute, je ne sais trop, mais toujours est-il que le risque est là parce qu'il y a plusieurs personnes justement qui sont présents, qui échangent, et parfois des gens même plus vieux. Et puis, il y a des pop-up. Les pop-up, normalement, c'est de la pub qui peut t'amener vers autre chose. Donc, l'absence de contrôle parental, c'est un facteur de risque. Mettez des paramètres pour limiter des types de sites sur lesquels vos enfants peuvent aller. Il y a même des jeux, à la limite, où il faut carrément leur dire non, tu ne peux pas y aller. Et comment ça s'appelle déjà le fameux jeu? Il y a Fortnite, ça c'est autre chose, mais c'est un peu plus violent. Mais même là, dans les caractéristiques physiques des personnages, je vois que les femmes sont très sexuées, le corps, etc. Donc, on peut dire non à son enfant jusqu'à un certain âge, parce qu'il y a un âge pour jouer à certains jeux. Mais aujourd'hui, on les laisse faire un petit peu tout parce qu'ils s'ennuient. Et puis nous, on en a marre de se battre avec eux, puis on les laisse aller, mais grave erreur à ne pas faire. Mais normalement, tous ces sites-là ont un âge limite pour pouvoir s'abonner. Comme moi, je me souviens... Mais il n'y a pas de surveillance. Tu mets une mauvaise année de naissance. Moi, mon fils, il a mis 1992 comme année de naissance. C'est ce que mon fils avait fait aussi. Une année avant, il s'était abonné. Ouais. Mais si tu le vois et tu le trouves là, tu peux lui dire, OK, non, mais on va s'en parler, on va expliquer pourquoi. Mais normalement, oui, ils sont supposés à demander un âge minimal pour se joindre au site. C'est juste qu'ils ne le font pas parce que sinon, mais ils ne peuvent pas vérifier. Ça enlève de l'argent. Oui, mais si tu t'inscris et tu mets une année de naissance qui te donne la majorité, comment ils ne peuvent pas vérifier? Donc, c'est ça le problème. Donc, autre facteur de risque, le nombre d'amis sur Facebook. Et on dit, évidemment, plus ils en ont, plus le risque de cybersexualité active augmente. Et le risque est plus accru quand ils en ont plus de 500. Alors, c'est ce que l'étude démontre. Non, donc, plus ils ont des amis, mais le risque n'est pas encore plus accru à plus de 500. Mais qui a 500 amis écoute, à 13 ans? Non, là, on parle de 13 ans, mais là, je parle d'adolescence. 12-13 ans, ce sont des préados, mais là, on parle l'adolescence, c'est jusqu'à 18 ans.
jusqu'aux dernières nouvelles. Alors, il y en a jusqu'à que 19 ans. ils en ont beaucoup, ils cliquent ici, cliquent là-bas, quelqu'un leur demande d'être amis, ils acceptent et c'est une fierté de dire que j'ai beaucoup d'amis, même chez les adultes. Hein. Donc, les gens qui s'ennuient, là, ils ont faible estime de soi, donc plus ils ont des amis sur Facebook, plus ils sont heureux. Ensuite, on dit comme autre facteur de vulnérabilité, ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels, n'est-ce pas, sont 4 fois plus, c'est ça, 4 fois, c'est ça, ils ont 4 fois plus de risques d'être actifs, donc d'être des cyberactifs. Et aussi ceux qui ont été victimes de violences, et la violence au pluriel, donc différents types, différentes formes de violence, ceux qui ont été victimes de violences, ou si les personnes consomment régulièrement de l'alcool ou du cannabis, ça fait d'eux des gens qui sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus à risque. Maintenant, toujours dans le cadre de cette thèse menée par Dr Marion Rousseau, quelle est la perception des ados face à la cybersexualité? Donc, il y a des aspects positifs pour eux, croyez-le ou non. Alors, parmi ces aspects positifs, les jeunes trouvent que ça leur permet de communiquer avec des personnes lointaines. Donc, ensuite, ça leur permet de rencontrer l'amour, de connaître plus de gens, donc du monde. Et pour plusieurs jeunes, c'est un jeu entre deux personnes. Donc, envoyer une photo d'eux dénudés, c'est amusant quand la personne, quand c'est quelqu'un qu'on connaît bien et quelqu'un en qui on a confiance. Et paraît-il même qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de sexualité. Ça fait carrément partie du quotidien de nos jeunes. Oh là là! Et parmi les éléments négatifs, on trouve le manque de surveillance sur les réseaux sociaux. Et les jeunes trouvent que c'est malsain quand il s'agit d'inconnus. Donc, je me dis, au moins, là, la petite lumière s'allume quand ils sont capables de réaliser que c'est malsain jusqu'à un certain point. D'autres aussi, ils ont fait part de la notion de harcèlement. Ça s'est revenu souvent, paraît-il. Donc, plusieurs se sentent influencés ou même obligés d'envoyer des photos d'eux, donc des photos dénudées pour intégrer la société. Ça, c'est quand même pour faire partie du groupe, hein, parce que c'est l'âge où on veut, évidemment, être accepté. Donc, pour eux, c'est une pression. Donc, ils se sentent obligés de le faire. Oui, maintenant, c'est les photos. Avant, c'était l'acte sexuel. Je dis juste, mais avant, c'était l'acte sexuel, point. Si tu veux être cool, il faut avoir du sexe. Maintenant, ce sont les photos. Est-ce que dans ton étude, ils ont parlé de la pression sur les garçons versus la pression des filles? Non, ça ne ciblait pas nécessairement... bon, il n'y avait pas ce type d'information, mais par contre, tout à l'heure, on va parler évidemment de certains aspects donc, de la cybersexualité, que évidemment, il y a tout le côté du genre, hein, donc le regard qu'on peut porter sur le genre, que ce soit l'homme ou la femme, etc. On pourra y revenir. Mais tout ça, Laurent, c'est assez inquiétant. Moi, je me dis qu'en tant que parent, il faut déjà commencer à aborder la question de la sexualité avec vos jeunes dès même l'âge de 10 ans. Parfois, il y a des parents qui sont choqués parce qu'à l'école, on donne des cours de sexualité. Mais vaut mieux qu'une personne, enfin, on espère que les professeurs sont tous censés, qu'une personne censée enseigne la sexualité dans un cadre qui puisse répondre à des questions, etc., bien informer votre enfant plutôt que ce soit l'enfant qui aille s'informer dans la rue ou bien auprès de ses amis ou bien via Internet. Et en tant que parent, vous pouvez aussi communiquer avec l'enseignant pour voir quel est le programme, qu'est-ce qui est au programme pour mon enfant qui est en 4e, qui est en 5e ou qui est au secondaire, qu'est-ce qu'on aborde, quels sont les sujets, est-ce que c'est explicite. Donc, vous avez le droit et même le devoir en tant que parent de faire cette démarche-là et de savoir vous-même comment diriger votre échange avec votre jeune. Je sais que c'est pas facile, surtout si on a, par exemple, certaines croyances. Hein? Donc, les personnes qui sont religieuses, et ça, il faut en parler. Déjà que c'est tabou, mais là, quand les gens ont des croyances religieuses, ça devient encore plus difficile d'entamer une conversation ouverte avec son enfant parce que tout ce qu'on lui dit, c'est il ne faut pas faire et il n'y a rien de mieux pour pousser un jeune à faire quelque chose ou quelque individu que ce soit que de lui dire de ne pas le faire. En effet. Et là, il n'y a pas de dialogue, il y a juste des barrières, des limites et l'enfant sera curieux, il voudra. Et contrairement à ce qu'on pense, les jeunes qui fréquentent les églises, ils sont
comme tous les autres jeunes. Il y a des chiffres, je ne les ai pas là maintenant avec moi, mais à l'époque, parce que ça fait quand même longtemps que je fais de la radio, c'est démontré, prouvé, les jeunes qui fréquentent les églises, alors les parents, ouvrez vos yeux, retirez votre tête du sable. Ils ont des rapports sexuels au même titre que les autres. Les jeunes filles tombent enceintes, elles se font avorter. Alors réveillez-vous, parlez à vos jeunes, entamez la conversation et pour l'amour de Dieu, de grâce, arrêtez de dire à votre enfant, si j'apprends que je ne t'aimerai plus, ça c'est du chantage affectif et ça va carrément couper le lien de confiance entre vous et votre enfant. Et la dernière chose que votre enfant viendra faire, c'est de vous parler et là, les problèmes arrivent. Oui, et je pense qu'un des éléments qui est important, c'est de montrer une certaine ouverture, pas une certaine, une totale ouverture envers les enfants quand ils posent des questions et pas d'essayer de mentir ou de cacher les choses. J'entendais justement l'histoire, une fille qui racontait son histoire cette semaine où elle avait subi une agression sexuelle chez elle par son beau-père, ou en tout cas le second mari de sa mère. Et ça a dégénéré. Et finalement, la fille a senti qu'on se préoccupait plus de la santé mentale du père que de ce qu'elle avait subi. Parce que quand elle avait mentionné ce qui lui était arrivé, ça s'est ébruité dans la communauté. Et c'était une communauté extrêmement religieuse. Et ça s'est ébruité. Et là, la famille ils ont commencé à mettre la famille à l'écart et tout. Donc, elle a dû changer elle a dû dire aux gens, bon, finalement, j'ai menti, c'était pas tout à fait vrai. Elle a porté le fardeau du blâme. Elle a porté le fardeau. Et ça, ce genre de situation, quand les jeunes arrivent et ils disent quelque chose du genre, on m'a demandé de me dénuder, de montrer mes fesses, la réaction de non, faut jamais faire ça. C'est très émotif. Oui. Parce qu'après ça, l'enfant va sentir qu'il n'est pas écouté, qu'il n'est pas bien reçu, alors que ses amis, son partenaire, qui l'encourage à envoyer des photos, échanger des trucs à caractère sexuel, lui ou elle l'accepte bien. Donc, ils vont avoir tendance à aller vers la personne qui est à l'écoute. Que la personne qui lui fait se sentir coupable. Tout à fait. Puis, comme tu as dit, c'est très intéressant, Laurent, parce que les réactions qu'on peut avoir, ça va complètement fermer le jeune. Puis, je vous dis ça, je ne suis pas mieux que vous, je vous donne des beaux conseils comme ça en ondes. Mais quand je suis la maman, oh là là, ah là, mon Dieu, il faut que j'apprenne à me calmer. Dernièrement, j'ai vécu une situation et puis, j'ai dû me calmer. Donc, je n'ai pas abordé la question immédiatement avec mon enfant. J'ai été consultée autour de moi. Donc, des gens qui ont des enfants plus vieux, qui sont passés par là, qui m'ont conseillé. N'ayez pas peur aussi de peut-être parler carrément, peut-être à votre pédiatre ou je ne sais trop. Donc, allez chercher des conseils, des informations pour pouvoir bien approcher votre enfant. Parce que quand vous arrivez avec la colère, l'agressivité, toi, tu es ci ou ça, ou tu m'as déçu, ou je me serais jamais attendu ça de toi, etc. Nous, on a vécu ça, notre génération. Et parfois, on va reproduire parce que qu'on le veuille ou non, on a été teinté, on a été formaté par nos parents et on a tendance à reproduire, même si on se croit plus éveillé, plus informé. Moi, je lis beaucoup. Oh mon Dieu, qu'on en sait des choses, mais quand on est exposé à la réalité, c'est une autre paire de manches. Alors, de prendre le temps de respirer et puis d'aborder notre enfant quand on est plus calme, quand on est apte à lui parler. Et un autre signe aussi, quand votre enfant vous pose une question, tu me diras, Laurent, si je me trompe, mais moi, j'ai l'impression, l'intuition, le flair que quand ton enfant te pose une question, c'est parce qu'il a déjà la réponse. Il veut juste voir si tu vas mentir. Maman, et moi, mon fils, il a une habitude, c'est tellement drôle. Il y a une série sur le net là qui s'appelle « Pasteur, j'ai une question ». Mais moi, mon fils, il dit toujours « Maman, j'ai une question ». Et quand il commence comme ça, je fais « Oh mon Dieu ». Ouf, et là, je respire. Maman, j'ai une question. Comment telle chose là, je fais une fois, je lui ai dit, va demander à ton père. Alors, j'étais tellement mal à l'aise. Et puis, je me pensais ouverte. Ah oui? Franchement, excusez-moi, j'ai chaud, là, là. Et là, je dirais pas ce que c'est. Ben là. J'en ai envie, mais bon. Ben oui. Non. Oui, ben oui, pourquoi pas? Oh, là, je suis rouge. En tout cas, il m'a demandé comment... 3 petits points, là, quelque chose, en tout cas. Et là, je lui ai dit, va demander à ton père.
appelle-le, ou bien comme il le voit, bon, les week-ends et tout. J'ai dit, ben, c'est le rôle de ton papa de répondre à ce genre de questions. Et là, j'ai appelé son papa, j'ai dit, tu sais quoi, ton fils est prêt, là, il est rendu. Peut-être qu'il était prêt depuis bien longtemps, mais je voulais pas l'accepter. J'ai dit, je pense qu'il serait temps que tu commences à lui parler de choses concrètes, donc de sexualité, parce qu'il m'a demandé telle chose, et puis j'ai pas envie de parler de ça. Ben voyons. OK, mais là, OK, Stéphanie. Ouais. Stéphanie. Je vais me Là, calmer un peu. Oui, non, mais là, non, mais c'est pas ça, c'est parce que là, on est... Ouais. Je vais te mettre sur la sellette. Comme tu sais, j'aime faire ça. Ah oui, hein? Bon, alors, là, on est en train de dire, il faut en parler, il faut en discuter. Il y a beaucoup de mères monoparentales qui n'ont pas de contact avec leur mari ou le contact avec l'ex-mari. Ça ne fonctionne vraiment pas bien. Oui. Ben, non, mais c'est pas ça. C'est que toi, tu as reçu la question, tu as pu la balayer et l'envoyer au papa. Mais c'est quoi cette question qu'une mère monoparentale qui n'a pas de contact avec son mari et qui ne veut pas envoyer son fils ou sa fille aller parler aux grands-parents? Le fils a sûrement un parrain, le fils a sûrement un tonton, un oncle. Pas nécessairement. Ben oui, mais attends, ça prend de vraiment avoir personne. Mais moi, j'en connais d'autres mamans monoparentales qui ont quelqu'un dans la vie de leur fils qui peut jouer un rôle. Moi, j'avais... il y a quelqu'un que je connaissais dont l'enfant fréquentait la même école que mon garçon. Et chaque fois qu'il était dans l'opposition, qu'il était insolent et tout, elle lui disait « Ah, mais j'ai appelé ton parrain, hein? » Là, tout de suite, le fils, il se redressait. Et quand parrain appelait, il tremblait comme une feuille. Tu comprends? Donc, il y a quelqu'un dans l'entourage, je ne peux pas croire, à moins d'être totalement isolé. Sinon, comme j'ai dit, je ne sais pas, moi, parlez-en, dépendamment du rapport que tu as avec ton pédiatre, ou bien ça peut être même l'enseignant. Moi, je parle à l'enseignant de mon enfant, on échange, je peux lui demander certaines choses, ben voilà, peut-être que c'est une personne significative dans la vie de l'enfant, qui est un TES de l'école. L'école à TES, il y a des psychoéducateurs, psychoéducatrices. Donc, de trouver quelqu'un qui pourra aborder la question avec l'enfant si nous, on n'est pas à l'aise de le faire. Hein? Donc, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage. Alors, non, mais moi, je suis toujours curieux de mais la j'ai question. raison, hein, quand tu poses la question, c'est parce qu'ils connaissent la réponse. Oui, en général, mais c'est un signe qui veut dire, j'ai envie de discuter de ça avec toi. J'ai envie de parler de ce sujet, de cette thématique, donc la sexualité. Puis là, il m'en pose des questions. Il me demande des choses personnelles sur moi. Maman, toi, à quel âge? Là, j'essaie de changer de sujet parce qu'on a peur de répondre. On ne veut pas que l'enfant nous imite, nous disant, mais toi, tu as fait telle chose à tel âge, ben moi aussi, alors. Mais je pense que c'est bon d'être ouvert. Puis là, il va falloir que je me confronte à... Ben oui. Fait qu'on va commencer par te demander, c'est quoi la question qui t'a posée? Est-ce que je dis ça en ondes? Ben, c'est rien de grave. C'est juste que... dis-le. Un petit peu déstabilisé. Ah non, je peux pas. Non, ça me tente pas. OK. Alors, cela dit, oui. Une des affaires, parce que là, je vois que l'heure avance. Ah, ben oui, hein? Une des choses que moi, j'aimerais aborder, c'est l'effet de la cybersexualité des images vidéo sur le comportement. C'est ça. Et quand je dis ça, moi, quand j'ai fait des recherches ce matin pour essayer de trouver statistiques et tout, chaque fois que je mettrais cybersexualité, tout ce qui sort, c'est des histoires de cyberdépendance, les problèmes, les ci, les ça. Wow! C'est pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas 100% négatif. Il y a de la consommation de pornographie n'est pas nécessairement 100% mauvaise. Ben là, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais je te laisse finir ton point. Un instant. C'est juste qu'il y a un âge. Ça dépend de tes relations. Il y a beaucoup de mariages qui ont été sauvés grâce à la pornographie parce que les couples qui sont ensemble longtemps, et à un moment donné, ça devient plate. Ils font tout le temps la même affaire. Consommation modérée, ça ouvre l'esprit, ça remet le pep dans la relation et il y a beaucoup de gens que ça a aidé. Il y en a d'autres que oui, ça a détruit, mais c'est comme n'importe quoi. Ben, j'aurais aimé ça d'entendre le beaucoup, c'est combien, et puis ils ont eu accès à quoi, quel type d'image, quel type de choses, parce que c'est très vaste. Hein? Quand on parle de pornographie, c'est très vaste, on peut aller très bas, ça peut être très... C'est, pour moi, bon, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas eu le temps de les chercher, mais pour moi, tant que c'est consensuel des deux côtés, ou 3 ou 8, peu importe, c'est... Tant que c'est parce qu'on reste dans le cadre de l'adolescence. Oui, OK, du cadre de l'adolescence, selon moi, je pense que
légalement, un parent n'a plus le droit de demander des comptes à son médecin, au médecin de Quand l'enfant. l'enfant a 14 ans. À 14 ans. Mais c'est très jeune. C'est très jeune. Oui, tout le monde n'est pas, ça ne non, fait pas consensus. Non, ça hein. ne fait pas consensus, mais Tout à fait. selon la loi, Mhm. légalement, l'enfant a le droit de dire, moi, je vais voir mon médecin pour parler de Mhm. grossesse, STI, peu importe. J'ai le droit d'en parler et tu n'es pas au courant. Mhm. Bon. Mais là où je voulais en venir, et puis j'ai dérapé un petit peu, c'est plus que la consommation, Mhm. surtout à un âge trop bas, ça teinte la perception des relations interpersonnelles. Tout et le à gros, fait. et ça, c'est Là, c'est tu une, me devances. une discussion que j'ai régulièrement avec mes enfants Oui. pour leur dire, regardez, si vous regardez de la porno, je ne peux pas vous empêcher, puis c'est pas vrai que je vais faire la police. De toute façon, là, eux, ils sont adultes maintenant. Mais même quand ils n'étaient pas adultes, je leur avais dit, je ne vais pas faire la police, je ne vais pas vous courir après. Tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce que vous voyez sur ces sites-là, Mhm. ce sont des professionnels. Oui. C'est comme, tu vas pas aller sur un terrain de foot et jouer comme Messi et Ronaldo. Il faut que tu t'entraînes. Ils sont payés pour ça. Ils ne font que ça. Mais ce que tu vois sur les sites porno, c'est la même chose. Oui. Ce sont des professionnels. Des Ce sont des acteurs. il y a Ce une sont des mise en gens qui... scène. Il y a de la mise en scène. Une scène comme ça, c'est des affaires qui durent 15 minutes sur le web. Ça peut être 2, 3, 4 heures de tournage. Arrête, refais ton maquillage. Et tout l'aspect humain, Oui. tout l'aspect émotif, tout l'aspect de tendresse. C'est ça. De Le parler, toucher, le- avoir le la présence toucher. de l'autre, le corps de l'autre. Mais même ça, même avec la pandémie maintenant, même ça devient un petit peu plus compliqué. Ouais, mais ça, on s'entend qu'on est dans une période, c'est temporaire. Oui, là, oui, tu sais, c'est temporaire, pas- mais maintenant, quand tu ne peux pas, et moi, je pense que c'est pour ça que le sexting, le sextage a augmenté, c'est parce que tu peux plus voir la personne aussi facilement. Mais tu peux pas juste entrer et puis bang, 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 et puis on va faire ça, et puis il faut te pendre à l'envers, et parce que c'est ça qu'on voit. Ou le fouet. On voit le fouet, on voit de tout, et à un moment donné, avec une trop grande consommation, ça peut teinter, et lorsque tu rentres dans une relation, tu t'attends à ce que tout ce que tu as déjà vu, c'est la norme, et qu'une femme ou un homme qui refuse de faire ce que tu vois dans les vidéos, Oui. et pas cool, et pas normal. C'est ça. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et moi, c'est ce que je répète régulièrement à mes enfants. C'est pas vrai ce que vous voyez. Et je mets ça... Et mon message est un petit peu différent pour mes filles que pour mon fils. À mes filles, je dis, vous ne devez jamais accepter Oui. de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Et si votre partenaire ou vos amis vous mettent de la pression pour faire ça, ce ne sont pas des vrais amis. Mais pourquoi c'est différent, justement? C'est ça le Non, mais problème de attends, non, l'éducation. mais- Pourquoi non, mais c'est pas pareil c'est avec pas- tes fils? Ce que moi, je dis à mon fils, Ouais. c'est ce que tu vois, ne t'attends pas à ce qu'une fille fasse ça Et pourquoi pas l'inverse? et ne va pas lui demander. Pourquoi pas l'inverse? Il y a des filles aussi qui incitent, qui induisent le garçon. Encore là, c'est très sexiste, hein? Oui, Et on en- c'est vrai, Ben oui. mais l'abus sexuel est plus prononcé chez les filles. Tout à fait, mais que il les ne faut garçons, pas je sais éviter de former, d'instruire, d'éduquer nos garçons aussi. Et de parler à nos filles, c'est que les filles, tu serais très, très surpris. Les petites filles, moi, j'ai vu des choses, des images, elles sont très, très aguichantes. Elles font des photos explicites et surtout avec les modèles d'artistes, tu sais, comme, bon, il y en a plusieurs, mais bon, je vais nommer les Nicki Minaj de ce monde et les Cardi B, etc. Elles ont un type de comportement que les jeunes filles vont imiter de plus en plus, des photos avec la langue sortie, utiliser leur arrière-train. Enfin bref, on pourra en parler longuement. Mais moi, j'ai vu des photos de jeunes filles, de première année du secondaire, deuxième année du secondaire, qui envoient des photos comme ça, très, très aguichantes, etc. Donc, il faut les éduquer. Donc, le garçon aussi peut être victime. Un garçon aussi peut subir de la pression. Un garçon peut se sentir obligé de faire, d'agir pour être considéré comme un homme, tu comprends? Donc, il ne faut absolument pas passer outre cet aspect. Et juste une petite chose aussi, donc pour compléter par rapport à ce que tu dis sur la cybersexualité,
Donc, ça, ce sont même les professionnels qui le disent en général. Et là, je retourne encore à l'étude, c'est que la cybersexualité n'aborde pas la sexualité de façon positive et respectueuse. Donc, ça entretient beaucoup de stéréotypes de genre. Tout à l'heure, tu m'as posé la question. Et aussi, ça peut être sexiste, homophobe. Ça peut véhiculer des images violentes et choquantes aussi. Et les jeunes victimes de harcèlement, ça, c'est un point à retenir, passent à l'acte et vont jusqu'à se suicider. Vous en avez entendu parler beaucoup dans les médias. Lorsqu'une jeune fille ou un jeune garçon, on voit son image corporelle qui est exposée, qui est partagée, c'est une atteinte et le jeune ne peut pas vivre avec ça. Il va jusqu'à se suicider. Donc, c'est très grave, c'est très sérieux. OK? Moi, je pense que, tu sais, tout à l'heure, tu disais, je te dis que le message que je véhicule à mes enfants est un petit peu différent. Mais les trois sont dans la salle quand je discute. Oui. C'est pas comme si je vais avec les filles d'un côté et le garçon de l'autre. Non, mais ton discours fait la différence. Si tu dis aux filles, il ne faut pas nécessairement faire ce que gars te demande et tu dis à ton fils, toi, il ne faut pas demander à la fille, c'est que tu as encore ciblé, c'est que tu as placé tes enfants selon leur genre, donc sexuel. Je suis en train de perdre ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que tu as donné des rôles spécifiques. La fille est automatiquement la victime et l'homme est automatiquement l'agresseur, alors qu'un jeune garçon peut aussi être victime et la jeune fille peut et est très souvent l'agresseur. Donc, c'est juste là où je veux que ça soit clair et que les gens qui nous écoutent, il faut vraiment bien former chacun de vos enfants, que ce soit un garçon ou une fille. Et les filles, aujourd'hui, croyez-moi qu'elles en ont dedans. Ah oui, absolument. Une affaire à faire aussi, c'est Et ça demande vraiment un bon canal de communication. C'est d'être capable d'expliquer aux enfants quand est-ce qu'ils doivent réagir et venir voir un parent ou dénoncer lorsqu'ils voient un comportement qui n'est pas acceptable. On pourra en parler plus la semaine prochaine. C'est ça. Mais c'est un élément, mais ça fait partie de l'éducation. C'est pas parce que les autres le font et que toi, tu trouves ça pas correct que tu dois te taire et ne rien dire. Mais il y a eu beaucoup de campagnes à la télévision par rapport à ça. Je ne sais pas si tu te souviens, jusqu'à, il me semble, l'an dernier ou il y a 2 ans, où on montrait justement des images de jeunes qui en intimidaient d'autres ou bien qui mettaient de la pression en ce sens. Et puis, on leur disait, ben, il faut parler. Et même par rapport à la cybersexualité, que tu peux être même, tu peux avoir un casier judiciaire. Il y avait une campagne télévisée en ce sens-là. C'est plus dans le cas d'être témoin. Pas que nécessairement que ça t'arrive à toi, mais tu es témoin que ça arrive à quelqu'un d'autre. Oui. Que c'est pas mauvais de le dénoncer. C'est pas que tu es un rapporteur ou que tu n'es pas cool. C'est si toi, en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte, tu vois ce genre de comportement et tu sais, ça, c'est pas tout à fait normal. Mais il faut en parler. Pour un enfant, parler à un adulte, les adultes, parler à l'école, la direction, la police si nécessaire. Mais juste parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit ce genre de comportement nocif doit être coupé tôt si on ne veut pas que ça se propage. Absolument. Et là, mon Dieu, il ne nous reste qu'1 minute. Oui, ça passe vite, trop vite. On est censé faire une pause musicale, on n'a pas eu le temps. Mais il faut dire, écoutez, la semaine prochaine, on revient avec le sujet, comme j'ai mentionné, puis on va essayer d'avoir un agent du SPVM pour nous parler justement de toute l'implication légale derrière ça, parce qu'un enfant, à partir de, on peut le dire, de 12 ans, peut être interpellé, peut avoir un casier judiciaire, puis on va vous donner encore d'autres détails. Donc, moi, le défi que je vous donne, c'est d'entamer la conversation avec votre enfant, d'en discuter déjà et de voir, de consulter un petit peu les sites, ce qu'il fait, parler. Moi, j'ai la chance d'avoir un enfant qui me parle, il me raconte tout, donc c'est facile pour moi d'aller fouiner, là, je connais ces trucs. Et puis, donc ça montre qu'il me fait confiance. Il le sait, on est très proches, on s'engueule, on s'embrasse, on s'adore, on se hait, enfin, il y a tout. Mais on ne se hait pas, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, d'entamer cette conversation avec vos jeunes à partir de
cette semaine. C'est très, très important. Et d'essayer de voir un petit peu quels sites, quelles applications ils utilisent, ils consultent. C'est déjà un premier pas. Si vous êtes mal à l'aise, allez chercher une personne qui pourra vous soutenir dans cette démarche. Et donc, on pourra aborder la semaine prochaine que faire pour éviter que les jeunes pratiquent la cybersexualité active et quand faut-il s'inquiéter. Et puis, des petits conseils à donner aux parents. On parlera de tout ça. Donc, j'espère que vous serez avec nous. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Bon dimanche à toi, Laurent. Merci, Stéphanie. Encore une fois, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et on vous attend la semaine prochaine, même poste, même heure, pour un autre tête-à-tête et cœur à cœur avec Stéphanie en compagnie de Laurent Duperval. Au revoir.